Comment un simple jeu vidéo peut-il devenir une arme d'influence mondiale? Aujourd'hui, on va voir comment des jeux comme Black Myth Wukong ou Call of Duty ne sont plus juste un divertissement, mais des outils de soft power au service des États. Derrière ces univers immersifs, il y a une stratégie bien plus subtile. Modeler nos esprits, façonner notre vision du monde et parfois influencer des décisions politiques comme l'entrée en guerre des États-Unis en Afghanistan après le 11 septembre. Vous pensiez que le pouvoir se limitait aux frontières des nations? Attendez de voir comment ces jeux redéfinissent la face du monde. Bienvenue! Aujourd'hui, on va explorer comment les jeux vidéo deviennent des armes pour nous influencer. Je dirais même pour modeler notre façon de penser. Et cela tient en deux mots, soft power ou influence douce. C'est-à-dire la capacité d'agir sur nos perceptions, mais de manière subtile. Habituellement, ça passe plutôt par les médias, la musique ou encore le cinéma. Mais le moyen que tout le monde s'arrache aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Et beaucoup de nations l'ont compris, comme les États-Unis, l'Europe, l'Arabie Saoudite ou encore, la dernière en date, la Chine. Ah oui, avec la sortie récente de son jeu Black Myth Wukong, elle est entrée dans la cour des grands. Cette super production n'a rien à envier au poids lourd du secteur. Observez comment les images sont époustouflantes. Dès les premières minutes, on est plongé dans un univers incroyable. Les spécialistes s'accordent à dire que la qualité est au rendez-vous. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est pas la beauté du jeu, mais plutôt son impact sur la communauté ludique. Déjà, premier constat, le soft power du jeu fonctionne extrêmement bien à l'intérieur de la Chine. Bon, ça, on s'en serait douté évidemment. Tous les joueurs chinois vantent la qualité du jeu, ce qui renforce le sentiment de fierté nationale. Donc, au sein de la Chine, on peut le dire, ça marche bien. Idem pour les autorités qui qualifient Wukong de véritable visa culturel pour conquérir le public international. Intéressant. Le média Xinhua a déclaré que Wukong a fait un bond au-delà de la mer de Chine orientale, emportant avec lui l'essence de notre esprit culturel. Là, c'est encore plus intéressant. Ne pensez pas que cette sortie soit un épiphénomène. Certains spécialistes la comparent avec l'arrivée du phénomène de la K-pop en Corée du Sud, qui est devenu bien sûr une institution là-bas. Avec ce jeu, on parle même de moment K-pop chinois. Imaginez l'ampleur. Alors, comment un jeu vidéo serait en capacité d'influencer le monde entier? Eh bien, tout est dans l'art de la nuance. Ce jeu, en apparence simple sur le papier, nous fait suivre les pérégrinations de Sun Wukong, un roi singe, qui prend racine dans la mythologie chinoise. Mais en mettant en avant les trésors de la Chine avec des effets visuels époustouflants et un gameplay captivant, incroyable. On suscite l'intérêt pour l'histoire et la culture chinoise, améliorant ainsi l'image du pays à l'international. En plus, quand on s'intéresse à la narration du jeu, on voit apparaître des thèmes comme la lutte contre les forces oppressives et la recherche de l'identité. Je sais, présenté comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais avant de vous révéler ce qui se cache derrière ce jeu, il faut faire un petit retour en arrière avec le jeu sorti juste avant et qui avait cartonné. C'est Genshin Impact. Pourquoi? Eh bien à l'époque, des documents internes avaient fuité à la conférence internationale sur l'innovation des jeux vidéo en Chine. On y apprenait comment le régime chinois avait imposé des critères restrictifs aux éditeurs. Si ces derniers voulaient assurer la sortie d'un jeu, ils devaient suivre à la lettre cette liste. Interdiction de dépeindre la dégénérescence ou le monde criminel. Pas de glorification de gloire d'un pays étranger. Celui-ci est plutôt cocasse. Pas de contenus immoraux comme la création d'une pandémie visant à anéantir la race humaine. Fallait oser quand même. Et interdiction de tout sujet qui pourrait menacer l'unité nationale. Comprenez par là, exit des sujets sensibles comme Taïwan, Hong Kong ou encore le Tibet. Ce qui s'est vérifié dans les faits, puisque des joueurs ont constaté que certains mots étaient automatiquement filtrés dans les dialogues du jeu. Le pouvoir des autorités chinoises ne s'arrête pas là car ce sont elles qui délivrent les permis de production. Donc, pas de bras, pas de chocolat. Mais là, c'est pareil. Pas d'autocensure, pas de permis. La Chine n'est évidemment pas la seule à utiliser les jeux vidéo comme outil de soft power. D'autres nations, comme les États-Unis, utilisent depuis bien longtemps les jeux vidéo pour influencer le monde. Alors eux sont certes moins intervenants que le Parti communiste chinois, mais leur stratégie est incroyablement efficace. Et pour comprendre cela tient en trois mots. Call of Duty.
C'est le jeu de guerre que tout le monde connaît. Si on veut comprendre l'impact réel que peut avoir un jeu sur le monde, c'est un passage obligé. Car cette licence, qui opère déjà, je le précise, depuis plus de 20 ans, a façonné des générations de joueurs. Année après année, vous incarnez un soldat américain qui se bat pour la liberté et la justice contre des ennemis souvent associés à des groupes terroristes ou à des nations hostiles, qui, soit dit en passant, sont souvent les mêmes. Notre rôle n'est pas de dire, bien sûr, ce qui est bien ou mal, c'est pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur les joueurs. Selon le philosophe Paul Virilio, qui a écrit « Guerre et cinéma, la logistique de la perception », il démontre comment la guerre et la technologie visuelle façonnent notre perception des conflits. Avec l'avènement de technologies toujours plus performantes, les frontières entre la réalité et la fiction se brouillent. Comme l'explique Matthew Thompson, un chercheur qui a étudié justement les liens entre l'industrie du jeu et le complexe militaro-industriel, pour lui, les jeux de guerre contemporains, comme Call of Duty, sont de plus en plus réalistes et authentiques. Et pour cela, il travaille au plus près du réel pour rendre l'expérience toujours plus immersive. Les concepteurs ont par exemple participé à des formations avec des militaires, manipulation d'armes et des visites de bases militaires. Alors pourquoi faire tout ça? Eh bien, ça coule de source pour rendre l'expérience totalement immersive. Quand vous voyez ces images, on se sent plongé au cœur de l'action. Et à force de réalisme, il semblerait que cela ait conditionné certains joueurs. L'étude publiée dans la revue Cyberpsychology, Behavior and Social Networking a mis en évidence que les joueurs de jeux de guerre étaient plus enclins à soutenir des interventions militaires dans des pays étrangers, comme par exemple la guerre en Afghanistan. Évidemment, l'objectif ici n'est pas d'appeler au boycott de ces jeux, mais de rappeler que les messages ne sont pas forcément exempts de parti pris. Et parfois, fiction et réalité se rejoignent. Ah, vous pensez que tout ça, c'est pas réel, en fait. Alors pourquoi les ventes d'armes augmentent systématiquement après chaque sortie du jeu? Et pourquoi les marchands d'armes comme Ralph Vaughan chez Barrett Firearms négocient pour intégrer les armes réelles dans les jeux vidéo? Selon ses propres termes, plus les jeunes seront exposés à ces armes, plus ils seront disposés à en acheter. Donc ça a un réel impact. Ah, mais que voulez-vous? La dure loi du commerce. D'ailleurs, le jeu America's Army est même devenu un outil stratégique de recrutement militaire. Ils se sont rendus compte, il y a plus de 20 ans, que ce jeu qui présentait l'expérience militaire sous un angle positif avait un impact direct sur le recrutement. Selon certaines estimations, environ 30% des nouvelles recrues entre 2002 et 2008 auraient joué au jeu avant de s'enrôler dans l'armée américaine. C'est pas rien quand même. Et cela touche tout le monde, à commencer par ceux qui sont au cœur du système. Je parle bien sûr des militaires eux-mêmes. Par exemple, les forces spéciales américaines ont expliqué que lors de l'opération pour la capture d'Oussama Ben Laden, ils ont eu cette espèce de sentiment de déjà-vu, en raison de leur expérience avec le jeu Call of Duty. Les influenceurs spécialisés jeux vidéo sont aussi impactés. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure suite à la sortie de Black Myth Wukong. Un véritable séisme s'est opéré au sein de la communauté des créateurs de contenu de jeux vidéo. En gros, lors de la sortie du jeu, les professionnels du secteur ont reçu une clé d'activation du jeu, accompagnée d'un document de non-divulgation. En gros, si vous vouliez avoir le droit de parler du jeu, il fallait suivre une liste de recommandations. Les recommandations, les voici. Pas de langage offensant, pas de violence, pas de nudité, bon, soit très bien. Mais si l'on poursuit un peu, pas de féminisme et pas de possibilité de parler de confinement et de Covid-19. Franchement, j'ai beau chercher, je ne vois pas trop ce que cela a à voir avec un jeu vidéo. Et cela a aussi tiqué auprès d'une partie des créateurs de contenu qui ont dénoncé une volonté de censurer leurs paroles. Comme le vidéaste Exerve. Là, Black Myth Wukong, tout simplement, avec ce truc-là, ce document, moi j'ai décidé de ne pas vous en parler. Il n'y aura pas de test du jeu, il n'y aura pas de live sur le jeu, je n'en parlerai tout simplement pas. Je n'ai pas envie de leur faire la promotion gratuite pour ça. Et par contre, je voulais vous en parler dans cette vidéo et vous dire que, ben voilà, quelque part, tous les gens que vous allez voir vous parler du jeu à partir du 20 août, le streamer sur Twitch, le montrer sur YouTube, etc., acceptent tacitement qu'on leur demande gentiment de se censurer. Julien Chiez, qui cumule 800 000 abonnés, lui a emboîté le pas et a décidé, de son côté, d'acheter le jeu par ses propres moyens. Comme ça, il pouvait en parler librement. Chose étonnante, ces prises de position ont attiré les foudres d'autres influenceurs.
Ils ont sévèrement critiqué leur prise de position, car pour certains, il ne faut pas mélanger ludique et politique. Ce qui compte, selon eux, avant tout, c'est le jeu. Mais tout le problème est là, car on vient de le voir, les jeux vidéo ont un impact politique et géopolitique sur nos vies. Alors, suivre les injonctions d'un gouvernement sans rechigner, juste pour avoir le droit de jouer à un jeu, n'est-ce pas dangereux? Quand je vous disais que tout le monde était touché. Et les plus concernés sont très certainement les jeunes. Et oui, ces compétences que l'on développe en jouant, stratégie, esprit d'équipe, dépassement de soi, sont les mêmes qu'on valorise dans l'armée. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence à adhérer à ces idéaux. Et là, attention, ce n'est pas anodin. Cette approche joue sur l'émotionnel, créant un lien subtil entre le joueur et les valeurs militaires. Il y a donc une véritable stratégie derrière. Au-delà du fun, il y a un objectif de normalisation, voire d'adhésion à la militarisation, et qui s'installe tout doucement, progressivement chez le joueur. C'est ça, le soft power vidéoludique, une arme redoutable dans la bataille culturelle mondiale. Et pour affiner le système, les éditeurs et les gouvernements veulent savoir qui est au bout de la manette. Pour cela, ils ont besoin de vos données, vos habitudes de jeu, vos préférences, votre temps de réaction, et voir votre capacité à coopérer. Le but, vous influencer encore mieux. Qui se souvient de l'affaire Cambridge Analytica? Pour rappel, cette affaire a révélé un immense scandale de collecte de données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, sans leur consentement, via une application de test de personnalité. Ces informations ont ensuite été utilisées pour cibler des publicités politiques, comme la campagne présidentielle américaine de 2016. Mais pour le jeu vidéo, c'est pareil. Des plateformes comme Steam et Epic Games ont déjà été accusées de collecter et de stocker des tonnes de données sans le consentement éclairé des joueurs. Des enquêtes ont révélé que ces informations peuvent ensuite être utilisées pour des analyses prédictives, permettant ainsi de cibler les joueurs avec des messages spécifiques, parfois même à des fins politiques. Conclusion, cela peut devenir une arme redoutable pour influencer et manipuler l'opinion publique. Alors que ce soit le régime chinois pour faire rayonner une vision édulcorée de la Chine à l'international, ou les États-Unis pour nourrir des stratégies militaires, sans oublier toutes les autres nations avec d'autres ambitions, nous devons toujours être critiques envers tous les médias que nous consommons. Et malheureusement, les jeux vidéo ne font pas exception à la règle. En tout cas, merci d'avoir suivi Ça coule de source. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais n'oubliez pas, prenez soin les uns des autres et restez libres.